Bonjour mes amis, il y a un moment précis où on doit quitter un couple. On doit dire, ok, j'ai tout donné, j'ai tout envoyé là-dedans, j'ai fait tous les efforts du monde, mais ça ne mènera à rien. Et j'aimerais qu'on parle de ce moment précis et qu'on parle aussi de pourquoi cette décision est si dure à prendre parfois. Je sais que certains d'entre vous sont dans des couples qui ne leur ressemblent plus aujourd'hui et ils songent à partir. Je sais aussi que d'autres d'entre vous ont quitté ces relations ou se sont fait quitter et se demandent si c'était une bonne chose ou pas. On va tenter aujourd'hui de vous aider à avoir un point de vue plus clair sur votre situation pour savoir si la séparation est nécessaire ou pas du tout. Qu'on se mette d'accord, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que j'ai jamais avoué dans une vidéo. La plupart des couples, je pense que plus de la moitié des couples qui sont autour de nous, de manière générale, n'ont rien à faire ensemble. Ils sont juste en train de perdre du temps à deux, à s'imaginer que leur couple se maintient juste par le fait qu'ils soient ensemble dans la même pièce. Ils rentrent le soir à la même adresse, c'est une adresse commune où ils habitent, ils ouvrent chacun la même porte, ils la referment, il n'y a aucune communication, il n'y a plus aucun amour, il y a comme une espèce d'ersatz, une espèce d'odeur d'un moment dans le passé de leur vie où ça s'est bien passé, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Et dans une espèce de danse sociale étrange, le fait qu'ils soient dans la même pièce le soir, avant de s'endormir, fait d'eux un couple, alors qu'en réalité, ce ne seraient même plus des colocataires, ce sont juste deux étrangers qui sont au même endroit. Parfois, on peut te dire, oui, mais on n'abandonne pas son couple, on lutte jusqu'au bout. Mais pourquoi s'il n'y a plus d'amour? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On te dit aussi parfois, il y a des choses à apprendre de tout ceci. Si tu restes encore 1 an ou 2 ou 10 avec cette personne, tu vas comprendre des choses sur toi-même. En réalité, non, la seule chose que tu apprends, c'est que tu es en train de perdre ton temps là-dedans. Peut-être, ou peut-être pas. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Tu as probablement aussi beaucoup d'amis qui te donnent des conseils, qui sont toujours basés sur leur propre vie par projection. Moi, avec Jean-Michel, ça se passe comme ça, donc tu devrais faire de la même manière. Moi et ton père, moi et ta mère, on pense que tu devrais te comporter de la même manière. Fais des efforts et de la patience, ça va revenir. Parce que chez nous, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais quand tu regardes leur propre couple, tu réalises que non, ça n'a pas fonctionné dans leur couple. Pourquoi est-ce que leur conseil serait bon chez toi? On va démarrer cette vidéo, on va voir tous les points qui permettent d'analyser ceci. Avant ceci, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose d'important, c'est que quitter quelqu'un ou rester avec lui, ça reste des décisions qui sont extrêmement compliquées à prendre parce que ça implique beaucoup d'émotionnel. On va voir dans cette vidéo que notre cerveau nous induit en erreur aussi parfois sur certains points et on peut être dans le déni de la réalité. Ceci étant dit, nous pouvons démarrer cette vidéo. Avant, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Si vous souhaitez me parler de votre histoire, il y a aussi un lien qui est sous cette vidéo pour me contacter directement. C'est moi qui décroche au téléphone. Nous allons voir ensemble aujourd'hui une liste de points clés. Un peu comme tu passerais ton contrôle technique pour ta voiture. Tu aurais des espèces d'indicateurs qui feraient que tu saurais si ta voiture peut rouler ou pas. Là, on va voir certains points clés qui montrent que ton couple peut continuer ou pas de rouler sur l'autoroute de l'amour. Ça aurait dû être rocker, faire des chansons. Avant ceci, j'aimerais juste rappeler le contexte et donc de quoi est-ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Rupture amoureuse signifie peur dans 99,9% des situations. Première peur, la peur de faire souffrir l'autre. Si je pars, l'autre ne s'en remettra jamais. Ce qui arrive à une espèce de raisonnement stupide qui est je ne pars pas pour ne pas le faire souffrir, du coup je souffre de ne pas partir, l'autre se rend bien compte que je me force à rester là-dedans, et donc du coup, en ne voulant pas faire souffrir l'un, on souffre à deux, voire même éventuellement les enfants, la famille, etc. Ça peut être aussi une peur de l'abandon, qui est une des plus grandes peurs sur Terre. Personne n'aime l'idée d'être abandonné. Ça peut aussi être la peur d'être remplacé. Ok, j'aime plus trop Jean-Claude, mais si demain il se trouvait une petite bombe de 20 ans, ça me ferait mal de voir ça. Donc, je l'aime plus trop, mais l'idée qu'il soit avec quelqu'un d'autre ne me rend pas très heureux, pas très heureuse. Ça peut être aussi la peur de la solitude. Si ça se trouve, on va se séparer et je serai seul toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, bouffé par mes chats. C'est ça qui peut éventuellement m'arriver. Ça peut aussi être bêtement la peur de perdre son confort. Soyons plus spécifiques. La peur de perdre un Wi-Fi qui est aussi rapide que ça à la maison. La peur de perdre une télévision qui est en 4K. La peur de perdre le fait que tu adores le boucher qui est en bas de la rue. Soyons vraiment spécifiques. Des fois, c'est des peurs qui sont aussi simples que celle-ci. Ça peut aussi être la peur de l'échec, devoir annoncer
à ses parents, quel que soit leur âge, qu'on n'a pas réussi, encore une fois, ce couple. Comme des espèces de serial losers de l'amour, je n'ai encore une fois pas réussi, donc je vais me forcer à rester dans ce couple pour leur prouver que je peux le faire. Est-ce que j'ai réussi ou pas? En apparence, oui. En réalité, non. On en reparlera. Ça peut aussi être la peur de faire du mal aux enfants, à la famille, aux amis. On a une belle famille autour de nous, etc. Sauf que soyons lucides, la majorité des gens savent exactement ce qui se passe dans votre couple. Ça se lit sur votre visage ou sur le visage de l'autre. Ça peut aussi être des phrases comme par exemple « je pense que je mérite pas mieux que ceci ». Ou ça peut être aussi des choses que j'ai entendues en coaching, c'est « je ne suis plus amoureux de lui ou plus amoureuse de lui, mais j'ai rien à lui reprocher. Alors comment est-ce que je pourrais partir ?» Comme si une rupture amoureuse devait être justifiée par un espèce de contrat ou de constat. On en revient au contrôle technique. Tu n'as réussi que 8 points sur 25, donc je dois te quitter, c'est logique. Non, tu es libre, tu es adulte, tu peux décider de ta vie aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tu peux même quitter quelqu'un sans avoir la réponse immédiate. Tu peux la trouver après ta réponse, au bout de quelques mois d'introspection. Mais tu peux juste te baser parfois sur ton ressenti. Je pense qu'il n'y a plus d'amour depuis quelques mois, quelques-uns d'entre nous, j'ai le droit de partir. Ça peut être aussi des dépendances. On arrive à ces fameux points à vérifier juste après. Juste pour qu'on comprenne bien de quoi on parle aujourd'hui. Dépendance affective peut te laisser dans un couple qui est toxique. Un pervers narcissique peut venir créer un lien traumatique extrêmement fort qui va te lier à lui, alors qu'il est toxique. Il me rejette, elle me rejette, il est toxique, il me détruit, mais je reste dans ce couple-là. Un peu comme une femme battue dirait, il me tape dessus, ou un homme battu me tape dessus, mais je pense qu'il peut changer. On le comprend peut-être plus souvent dans la violence physique que dans la violence psychologique. Ça peut être aussi une dépendance comment on pourrait dire ça, du syndrome de l'infirmière, c'est le besoin de sauver l'autre, ou alors dire simplement j'aime ses bons côtés. La vie n'est pas tout le temps nulle ensemble. On cohabite, ça se passe pas, on n'est pas fou amoureux, mais il a des bons côtés parfois, et ça se passe plutôt bien. Et là, ton cerveau est en train de rationaliser des choses. En fait, on se dispute souvent, mais mon cerveau me dit que globalement, ça va. 6 jours sur 7, on se dispute pas. Il y a juste 1 jour par semaine où on se dispute. Il y a une histoire qui s'est passée l'an passé. Je vous invite à retrouver le lien dans Google News. Un homme se réveille du coma, une histoire vraie. Réellement, ça a un peu moins d'1 an. Il se réveille d'un coma et au moment d'ouvrir les yeux, il a eu un accident de voiture. Il y a plein de gens autour de lui et il y a une femme hystérique qui est devant lui, qui lui dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis inquiété, etc. » Il a dit « Qui est cette dingue ?» Et les gens interloqués lui disent « Mais c'est ta femme !» Il dit « Pour rien au monde, je reste avec cette femme-là. Si jamais je suis marié, je veux divorcer. » Et il a réellement divorcé. C'est-à-dire qu'en gros, pourquoi je vous donne cet exemple qui est rigolo, c'est que on en reparlera par la suite. Ton cerveau a créé une tonne de liens émotionnels avec une personne qui fait que si au jour J, tu rencontrais cette personne, tu serais peut-être pas avec elle. Sauf que, comme c'est issu d'un passé, avec beaucoup de choses communes, avec des engagements éventuellement devant le maire, devant l'église, devant plein d'autres choses, devant les enfants, tu restes dedans parce que tu t'es engagé dans quelque chose, mais qui ne te plaît plus aujourd'hui. On en reparlera. Il y a aussi beaucoup de ce qui s'appelle des mécanismes d'évitement. Ça se passe mal dans mon couple, donc qu'est-ce que je vais faire, bien évidemment? Et bien évidemment, pour certains d'entre nous, d'entre vous, autour de nous, ça va être d'aller voir ailleurs. Je cherche une solution externe plutôt que de chercher une solution interne. Plutôt que de me confronter à je devrais partir de ce couple-là et revendre la maison et divorcer et passer devant le juge et le dire aux enfants, je vais juste aller voir Pedro, mon beau prof de salsa, ou Andrea, mon assistante au travail. Parce que mon cerveau a besoin de rééquilibrer en interne quelque chose et cette solution externe va me permettre de rééquilibrer le tout. Je suis un petit peu triste à la maison. Mon déni fait que je ne vois pas que c'est si grave que ça. Je pense que c'est juste un peu grave. Et le fait de sortir avec Andrea, ma secrétaire, ou Pedro, mon jardinier sexy, torse nu, vient compenser un peu la chose et ça vient équilibrer le tout. Ce qui peut aussi t'en faire une maladie à terme. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à trouver cet équilibrage de couple, qui n'arrivent pas à quitter l'autre, se créent des maladies, réellement. On y croit, on n'y croit pas. Dans beaucoup de situations, les maladies correspondent tellement au jour près à des problèmes de couple que tu ne peux pas penser que ce soit autre chose. Tu peux aussi, à un moment donné, être tellement mal dans ton couple que tu en parles à tout le monde sans arriver à trouver ta solution. Tu aimerais que les autres te disent, toi tu es dans le flou. Ton cerveau passe son temps à se rééquilibrer, à analyser le bien, du mal, les engagements. Il y a peut-être 10 facteurs à analyser.
on a des enfants, on a une maison, on a un PEL, on est marié, il y a tel engagement, on part en vacances à cet endroit. Est-ce que je peux partir ou pas? Et si je pars, il y aura 1000 choses nouvelles qui vont se passer. Et du coup, tu es dans le flou. Tu n'arrives même pas à savoir si tu dois rester dedans ou pas. Ni même pourquoi tu restes dedans. Sachant qu'encore une fois, si tu sortais du coma aujourd'hui, tu n'irais pas là-dedans, probablement. Tu peux aussi, si tu vas pas voir ailleurs, c'est te désengager du couple mentalement, psychologiquement, se mettre à fond dans le travail, ou alors devenir aigre à la maison, toxique, faire des remarques qui ne te ressemblent même pas. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, c'est juste que ton corps et ton esprit sont mal et tu as besoin de sortir ça. Ou tu peux aussi devenir gris, devenir terne. Quand tu regardes des photos de toi, tu as l'impression que tu ne te ressembles pas, ou les amis te disent que t'as pas bonne mine en ce moment. C'est parce que tout ça te travaille. Est-ce que je dois partir ou rester? Arrivons-en, après cette petite introduction de 10 minutes, au sujet. Quand est-ce qu'il faut partir? Première raison évidente, quand il n'y a plus d'amour. Ce qui nécessiterait de redéfinir le terme amour. Beaucoup de gens disent, il y a une citation qui dit « L'amour se transforme à terme en une espèce d'amitié ». En réalité, non. L'amour reste de l'amour. Si t'en as juste fait un ami, c'est qu'a priori, il n'y a plus beaucoup d'amour. Ou alors, soit amoureux et ami, ce qui serait deux choses totalement différentes. Est-ce que tu as besoin d'une raison pour partir quand il n'y a plus d'amour? En réalité, non. Tu es un adulte qui a le droit de décider ce que tu veux dans la vie. Tu peux dire « Je ne suis plus amoureux de toi, j'ai envie de partir ». L'autre va te dire « Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe ?» Tu peux juste dire ça « Je ne suis juste plus amoureux. Je n'ai pas le même sentiment. » Qui est parfois compliqué à expliquer quand on a le nez dedans. Comment expliquer à quelqu'un, par 1000 choses du quotidien, qu'on n'est plus amoureux? Quand on parle, on s'engueule. Au quotidien, ça marche pas, on n'aime pas, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas la même idée de la vie, de l'éducation des enfants, on ne s'entend en rien sur les finances. Non, je ne t'aime pas parce que 1000 choses. Mais si je te les dictais toutes une par une, ce serait beaucoup trop long. Il faut aussi savoir que 70% des couples se quittent alors qu'ils sont encore amoureux. Donc ça veut dire que tu as le droit de partir si tu n'es plus amoureux, si tu ne ressens plus cet amour, mais même si tu es amoureux, tu as le droit de partir. Juste parce que. On n'a pas besoin de chercher 1000 excuses pour partir. Rien que le fait que tu ne sois pas bien à un endroit est suffisant pour en partir. La phrase classique, c'est « je reste avec lui ou avec elle parce que ça lui ferait de la peine ». Ça, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est ton cerveau qui est en train de rationaliser et de chercher des excuses ailleurs. Ça lui ferait de la peine. Donc ça veut dire, comme on l'a vu au début de vidéo, que tu préfères te faire de la peine à toi, en restant avec une personne que tu n'aimes pas, lui faire de la peine à lui ou à elle, il voit très bien que tu n'es pas amoureux, il fait des efforts mais ça ne marche pas. Faire de la peine aux enfants qui se rendent compte qu'il n'y a pas d'amour là-dedans, en se demandant quel est le scénario que tu donnes à tes enfants en plus. Voici le modèle de couple et de famille que je donne à mes enfants, c'est « je n'aime pas l'autre mais je reste quand même ». Le modèle est atroce, tu n'as pas envie que tes enfants vivent ça. Tu peux aussi te poser la question de est-ce qu'il y a eu de l'amour au début ou est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de contrat moral signé parce que cette personne tombait au bon moment, ça t'arrangeait bien et puis finalement il s'est avéré que vous êtes restés ensemble, mais est-ce que c'est vraiment une relation amoureuse que vous avez eue ou est-ce que c'était pas juste la bonne personne à présenter à ta famille, à tes parents, à tes enfants, aux voisins à un moment, mais il n'y a jamais eu d'amour. Et cette espèce d'illusion a duré un moment, mais elle a fini par s'échapper. Ou alors encore pire, ça pourrait être aussi une dynamique sociale. Tout le monde se casse dans mon entourage, tout le monde se met en couple vers 28 ans, 30 ans ou 35 ans. Je me suis mis avec Roger, mais finalement, je sais pas pourquoi tous mes prénoms sont vieux depuis le début de la vidéo, mais je me suis mis avec Arletty quand j'étais jeune, mais ce n'était que parce que ça correspondait on habitait le même quartier, on pensait les mêmes choses, on votait dans le même parti, et ça nous allait finalement. Deuxième point qui montre que tu devais partir, le premier point étant il n'y a plus d'amour, où tu n'as pas forcément à te justifier, ou même s'il en reste, tu dois partir. Deuxième point, c'est que finalement, tous les deux, vous vous entraînez plutôt dans une spirale négative, vers le bas, malgré vos efforts. Attention, il y a une différence entre avoir un problème temporaire, qui est une chose, et avoir un problème depuis des années, et ça ne se règle pas. Et là, je vais vous poser une question où je veux de l'honnêteté en face. Une question qui est compliquée. Est-ce que vous avez fait des efforts tous les deux? Est-ce que vous avez verbalisé la chose? Est-ce que vous avez bien mis les mots dessus? Mon problème,
c'est que tu es extrêmement agressif dans tel type de situation. Est-ce que vous l'avez dit oralement? Ou est-ce que vous avez juste grogné quand c'est arrivé? Ça m'énerve. Vous avez été énervé aussi. Les gens ne lisent pas dans les cerveaux. Grosse nouvelle, vous le saviez ou pas? Les gens ne peuvent pas lire dans votre tête. Est-ce que vous avez dit avec une vraie phrase construite, sujet, verbe, complément, la chose qui se passait dedans? Est-ce que l'autre l'a entendu? Si oui, est-ce que vous avez vu des professionnels? Par exemple, un thérapeute de couple, un médiateur, un coach, un psychologue, un psychiatre, qu'importe. Est-ce que, au final, ce problème qui a été verbalisé, qui a été acquiescé par les deux, est-ce qu'il peut se corriger? Ou est-ce que dans votre couple, vous avez l'impression que les problèmes s'accumulent? C'est-à-dire qu'en gros, comme une espèce de disque rayé, vous êtes toujours en train de ressortir les vieux dossiers en permanence. Oui, mais rappelle-toi, oui, tu me reproches ça là aujourd'hui. Mais il y a un an, t'as pas rangé le lave-vaisselle. Mais il y a 2 ans, tu m'as insulté devant mes amis. Mais il y a 3 ans, etc. Et là, le couple devient de plus en plus lourd, comme statique, comme si on lui rajoutait des boulets, qu'on lui accrochait des boulets dessus. Il peut quasiment plus avancer. Est-ce que tu as donné ces efforts, mais ça commence à t'atteindre physiquement, ce qui est généralement le signal. Quand tu donnes tout pour un couple, que tu as fait tous les efforts, mais que tu es en train de dépérir, c'est qu'il y a un problème. Autre information, la première étant qu'on ne peut pas lire dans le cerveau des gens, la deuxième, c'est que les problèmes bien formulés sont simples à résoudre si on le souhaite vraiment, c'est-à-dire si tu le souhaites et si ton partenaire le souhaite également. C'est extrêmement simple à résoudre. T'en parles à un pro, coach, psy, thérapeute, qu'importe. Et vous en parlez, vous avancez en quelques séances, c'est résolu. À condition que les deux aient envie de faire ça. Et pas que juste toi, ou pas que juste l'autre. J'ai une espèce de tendance en ce moment, au téléphone, des gens qui prennent rendez-vous en dessous, de gens qui me disent « Antoine, je veux juste savoir une chose. C'est dis-moi si mon partenaire ou ma partenaire est perverse narcissique ou pas. » Et là, je leur dis « Mais décris-moi ce qui se passe au quotidien, comment ça se passe. » Et la majorité des gens me décrivent des vies qui sont atroces. Atroces. On s'engueule, je me fais rabaisser devant mes amis, c'est des crises sans cesse, devant les enfants, ça n'a aucun sens, on casse les plats par terre, etc. en permanence. Et à ce moment-là, dans la tête des gens, ils se disent, si ce n'est pas un pervers narcissique, donc en gros, pervers narcissique, c'est un profil qui ne peut pas changer. Jamais. Les gens se disent que si ce n'est pas un pervers narcissique, même si ça fait 10 ans qu'ils sont dans une relation toxique qui n'a aucun sens, l'autre peut changer. Mais devant l'évidence que ça fait 10 ans que ça ne marche pas, si jamais je leur dis c'est un pervers narcissique qui ne changera pas, ils disent ok, j'abandonne. Mais si je leur dis qu'il peut changer, ils vont se dire très bien, je reste dans ce couple. Ça fait 10 ans qu'on s'engueule, ça fait 10 ans qu'on se tape dessus, ça fait 10 ans qu'on se dit des mots d'oiseau. Mais je garde l'espoir que ça fonctionne un jour. En réalité, qu'importe que ce soit un pervers narcissique ou pas, dans la plupart des cas, si la relation ne marche pas, il faut juste en partir. Et oui, le chemin est long. C'est l'effet gagnant du loto, en gros. Si j'achète un ticket de loto, mais que je ne vais pas vérifier si j'ai gagné ou pas, dans ce cas-là, je suis potentiellement millionnaire. Potentiellement. Mais dès que je vérifie, j'ai la réalité. Je ne peux plus espérer être millionnaire. Je vérifie que je ne le suis pas. Dans un couple, c'est pareil. Tu peux être dans le déni, te dire, si ça se trouve, ça va s'arranger un jour. Oui, devant l'évidence, le loto, j'ai une chance sur 1 milliard de gagner. Oui, devant l'évidence, dans mon couple, si ça fait 10 ans que ça marche pas, j'ai une chance sur 1 milliard que l'autre change. Mais je garde espoir, si ce n'est pas un pervers narcissique. Le chemin est plus long, bien évidemment, parce que ça implique de devoir quitter l'autre, de devoir quitter la phase de déni, de devoir atterrir sur Terre, de devoir se retrouver un couple, de devoir se reconstruire, de devoir se tromper, tomber peut-être sur d'autres personnes qui ne seront pas les bonnes, de devoir être triste, avoir des regrets, se demander si le chemin qu'on a parcouru était le bon ou pas. Mais à terme, c'est la potentialité du bonheur qui arrive. Oui, le chemin est long quand on quitte le déni, mais le chemin est tellement plus beau au final. Troisième point à vérifier pour savoir s'il faut partir ou pas de ce couple aujourd'hui, c'est lorsqu'on est incapable de modifier un comportement. On a déjà un tout petit peu parlé avant. Tu as répété plusieurs fois qu'il y avait un problème. Tu l'as bien verbalisé. Pas en criant, pas en hurlant. Il y a ce qui s'appelle la cause principale et les effets secondaires. Si jamais je pense qu'un de mes amis... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Prenons le couple. Si jamais je pense que dans mon couple, il y a un problème, la cause principale, c'est je sais qu'il y a ce problème-là en particulier. Prenons un exemple bête.
Le lave-vaisselle n'est pas vidé. Prenons le pire des exemples. Le lave-vaisselle n'est pas vidé. Ça, c'est la cause principale. Mais l'effet secondaire, ça pourrait être que je boude au final, devant l'autre pendant des heures. Mais comment est-ce que l'autre saurait que le fait que je boude est en lien avec le lave-vaisselle? Il ne pourrait pas savoir. Donc, est-ce que j'ai bien énoncé le problème sans demander à l'autre qu'il lise dans mon cerveau, sans lire non plus dans le cerveau de l'autre? Et surtout, quand j'ai envie d'avoir ces discussions, est-ce que l'autre est capable de parler avec moi? Ou alors est-ce que l'autre va rebondir? Reprenons le lave-vaisselle, qui est vraiment un exemple bête. Je suis désolé. Prenons l'exemple du lave-vaisselle. Tu n'as pas arrangé le lave-vaisselle, c'est toujours moi qui le fais. L'autre peut dire, oui, mais toi, il y a 3 semaines de ça, t'as pas fait ça. Donc il n'est pas en train de résoudre le problème, il est en train de rebondir sur autre chose. Prenons un autre exemple qui est peut-être plus réaliste. On était dans une soirée, je pense que tu as laissé cet homme te séduire, ou cette femme te séduire. On devrait parler de ça, résoudre ce problème-là. Mais si l'autre rebondit sur autre chose, oui, mais il y a 2 ans de ça, t'as dragué ta secrétaire, et j'ai eu les preuves par SMS. Donc on ne résout pas les problèmes, on est juste en train de rebondir sur une somme de problèmes à l'infini, dans des discussions qui ne vont nulle part, puis qui mènent à aucun changement. S'il n'y a pas de changement, il y a quelque chose de grave qui se passe. Ça signifie que l'autre soit n'est pas capable de changer, soit que l'autre n'a pas envie de changer. C'est très différent. Mais le résultat est le même. Il y a des gens qui ne sont pas capables de régler leurs problèmes, qui n'ont pas une capacité à... Et un mot anglais que j'aime bien, que je vais garder aujourd'hui, qui s'appelle processer. Le processeur de l'ordinateur. Quand on envoie un problème à un ordinateur, un problème de mathématiques, le processeur tourne, il va trouver une solution. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité, qui vont toujours revenir sur un élément du passé. Oui, mais il y a 3 ans, tu as dragué ta secrétaire. Oui, mais il y a 2 ans, tu as crié en plein public. Oui, mais il y a X années. Et même si on dit, allez, c'est réglé en avance, il y a des gens qui n'arrivent pas à passer dessus. Ce qui fait que le couple, plutôt que de devenir de plus en plus heureux, va devenir de plus en plus pesant et quasiment dans un espèce de cercle manipulatoire. L'autre va venir te rajouter des couches dessus. Je peux faire ce que je veux parce que il y a un an, t'as dit ça devant mes amis, t'as dragué la secrétaire, t'as pas été sympa avant-hier, tu m'as pas prêté d'argent, etc. Et je viens écraser ton problème sous une pile d'autres problèmes qui n'ont jamais été résolus. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, dans cette espèce de grand tas de fumier, on ne résout absolument rien. Parce que certaines personnes, mais c'est pas qu'ils n'ont pas envie souvent, c'est qu'ils ne sont pas capables, certaines personnes ne sont pas capables de résoudre les problèmes. Et ça pose une autre question, as-tu envie d'être avec une personne qui ne sait pas résoudre ses problèmes? Moi, non. D'autres, peut-être que oui. J'entends aussi des choses comme, oui, ça se passe mal, oui, il est manipulateur, oui, il m'insulte, oui, il me rabaisse, mais il a quand même des bons côtés. Pour rappel, un chef de service, un patron qui serait tyrannique, ne l'est pas 5 jours sur 5. Il le sera juste le lundi matin pendant la séance de réunion de toute l'équipe. Le reste du temps sera un mec adorable. Donc oui, encore une fois, ton cerveau est en train de te créer une illusion. Il est en plein déni. Parce que le chemin pour guérir ou pour en sortir est compliqué, il préférera te mettre dans un arbitrage qu'il aura faussé. Mon patron, allez, admettons, faisons l'exercice avec un patron parce que c'est plus simple à comprendre. Mon patron me traite de tous les noms le lundi matin. Ça, c'est négatif. Mais à côté de ça, il m'apporte le café le mardi, il est rigolo, etc. Et tout à coup, plutôt que de voir qu'il y a cette espèce de delta qui fait que la partie négative ne compense pas la partie positive, on va le justifier. Oui, mais c'est vrai que le lundi matin, il n'est pas de bonne humeur, c'est compliqué pour lui. Puis finalement, je le mérite un peu. Et puis tout ce qu'il fait de gentil avec moi, par exemple m'apporter le café, personne ne le fait sur Terre. Et puis il m'a aussi dit un jour que si je voulais, il me prêterait sa voiture, etc. Et donc ton cerveau est en train de totalement modifier les niveaux d'impact ou d'importance de la partie négative ou positive. Pour te laisser au final dans quoi? Dans une espèce d'équilibre compliqué que tu n'arrives pas à résoudre. Je ne sais pas si je dois partir ou pas. Dois-je quitter ce boulot ou pas? Dois-je quitter cette personne ou pas? Ton cerveau a pile modifié la réalité de manière dystrophique. Et des éléments apparaissent plus gros que d'autres ou plus petits. Ce qui te laisse pile dans le milieu, et tu te retrouves tous les samedis soirs avec tes amis à dire « qu'est-ce que je dois faire ?» Et quoi que tes amis te disent, ton cerveau vient toujours le réguler pour te laisser pile sur le milieu, à pas te trouver de solution. Sauf que si tu arrêtes le déni, tu vois ce qui se passe, tu sais ce qu'il faut faire.
Tu sais qu'il y a un trajet qui est compliqué à faire, mais qu'il est nécessaire aujourd'hui. Il y a aussi autre chose de compliqué à réaliser, à conscientiser là-dedans, c'est que généralement dans un couple, c'est toujours l'autre le fautif. Mais ça a dû t'arriver aussi. Toujours plus simple de voir les problèmes de l'autre que de voir ses problèmes. Sauf que certains profils, comme typiquement les gens qui ont beaucoup d'empathie, les gens qui manquent de confiance en eux, les gens qui sont dépendants affectifs, ont tendance à trop se remettre en question. Donc en gros, l'autre me rejette, ça signifie que c'est de ma faute. Je dois changer. Donc oui, l'autre est toxique, mais finalement, peut-être qu'il n'est pas si toxique que ça. Peut-être que c'est juste moi le problème. C'est ce qui explique généralement l'espèce de lien incroyable entre haut potentiel et pervers narcissique. Je me remets trop en question. La majorité des gens ne se remettent pas suffisamment en question, mais il y a quelques profils psychologiques qui se remettent trop en question. Tu en arrives donc à un point qui est intéressant, parce que là, tu peux vraiment vérifier quelque chose dans ce point numéro 3. Si j'ai dit oralement le problème, si l'autre n'a pas rebondi sur d'autres problèmes, au passage, si j'ai été honnête, si je suis capable d'entendre aussi un reproche, j'estime que dans cette situation il n'a pas été bon, il me donne un autre argument. Si on estime que oui, il y a un problème et qu'il s'en sort pas juste par une excuse ou qu'il finit pas juste par me critiquer, est-ce que cette personne a vraiment envie de travailler autant que moi pour que ça se résolve ou pas? Et là, c'est important. Est-ce que tu mets autant d'énergie pour résoudre les problèmes que ton partenaire en met? Ou est-ce qu'il est dans le déni, lui aussi, en train de penser à autre chose ou en train de dire que c'est pas si grave, de minimiser les choses? C'est facile à vérifier, dès aujourd'hui, si tu es en couple avec cette personne. Aborde un problème, n'importe lequel, exprime-le clairement. Jean-Claude, encore un prénom jeune. Arlette, on a un problème. Voilà ce qui se passe et voilà ce que j'aimerais régler. Et regarde son visage. Est-ce que ce sera de l'agressivité, parce qu'il n'aura pas envie d'en parler? Est-ce que ce sera de la surprise, parce qu'il n'avait pas vu? Est-ce qu'il aura au contraire de l'intérêt? Réglons ça maintenant. Tu as raison, il y a un problème. Est-ce qu'il aura quelques secondes de blocage, ce qui est le cas généralement? Bloquera pendant quelques secondes, non, il n'y a pas de problème, etc. Puis il s'y intéresse et vous bossez dessus. Et donc dans ce cas, c'est facile. Tu peux vérifier si l'autre en face de toi a envie de travailler sur ses problèmes ou pas. Voici une question que je pose très souvent à mes clients. Vous vous souvenez de l'homme qui sort du coma et qui dit non, celle-là, je divorce direct. Si jamais tu n'avais que quelques années à vivre, cette vidéo est très gaie aujourd'hui, si jamais tu n'avais que quelques années à vivre, est-ce que tu resterais avec cette personne ou pas? Et quelques années, c'est peut-être beaucoup. Si tu avais une semaine encore à faire, et dans une semaine, il se passe quelque chose de très grave sur Terre, ta voyante, dans une boule de cristal, t'a dit que dans une semaine, c'était fini. Est-ce que tu resterais là-dedans ou pas? Ou est-ce que tu partirais? Et si tu restais 24 heures, tu resterais là-dedans ou pas? Et là, tu peux comprendre que qu'est-ce que ça signifie cette question? Ça veut dire, s'il n'y avait aucun autre effort à faire pour justifier à la famille, pour prendre en compte son passé, etc., tu prendrais une décision rapidement. Alors que, en considérant que le chemin est long et va durer des mois ou des années, tu ne souhaites pas faire ceci. Et ton cerveau te fera toujours des illusions dessus. Mais pose-toi cette question. Est-ce que, s'il me restait une semaine, est-ce que je serais dans cette situation ou pas? Et là, tu auras probablement la réponse la plus honnête de ton cerveau. Quatrième et dernier point pour savoir s'il faut rester ensemble ou pas, c'est est-ce que je reste pour des mauvaises raisons externes, comme par exemple les enfants. Il y a une phrase qu'on m'a dite à l'époque, il vaut mieux 2 parents séparés et heureux chacun de leur côté que 2 parents qui sont malheureux ensemble et qui vont transmettre ça à leurs enfants. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme modèle pour tes enfants? Et on a souvent tendance, le cerveau, encore une fois, qui nous joue beaucoup de tours, a souvent tendance à se justifier par rapport à ça. À te dire, ne fais pas le travail, ne le quitte pas. Supporte un petit peu de souffrance chaque jour pour que les enfants soient heureux. Ce qui est faux, tu sais très bien. Les enfants seraient plus heureux de voir chacun séparément heureux, mais il est toujours plus simple d'accepter une douleur faible, lente, chaque jour, que d'accepter qu'il faut partir un jour, vraiment souffrir pendant quelques semaines ou quelques mois, puis repartir sur une nouvelle base. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Laissez-moi un commentaire, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.